Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. Comment ça va pour vous? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Est-ce que vous kiffez vos vacances? J'espère vraiment que c'est le cas. Comme ça, moi j'ai pas de remords de mon côté à raconter des histoires flippantes parce qu'au pire, ça rééquilibre avec le bonheur des vacances. Pour le coup, au moment où j'écris cette histoire, il recommence à faire des températures plutôt cohérentes et pas des énormes 38 degrés, donc c'est assez agréable, je dois dire. Et je pense que c'est un temps rêvé pour écouter une histoire la nuit avec le vent qui fait claquer les fenêtres. Je pense que c'est le meilleur moment. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne depuis le dernier épisode. J'espère que vous allez apprécier ces formats audio, et si jamais c'est le cas et que vous n'êtes pas au courant, il y a une playlist qui regroupe tous les épisodes de la chaîne, donc il n'y en a pas 100, hein, du calme, mais ça viendra et ça peut faire patienter. L'histoire d'aujourd'hui, elle est encore une fois plutôt longue, ce qui me prend vraiment pas mal de temps d'écriture, je dois dire. Mais personnellement, je trouve que les histoires longues en valent vraiment la peine parce qu'elles permettent vraiment d'être immergées et d'avoir des gens qui sont extrêmement doués en écriture sur Reddit. Et donc c'est vraiment génial à lire. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Luna. Luna est mère d'une petite fille qu'on va appeler Jade et qui a 3 ans. Donc on n'a pas énormément d'autres informations, mais on sait que Luna vit seule avec sa fille. Elle commence son récit en nous disant qu'elle est extrêmement chanceuse parce qu'elle a les meilleurs parents du monde, et déjà, ça me fait tiquer parce que non, désolé, c'est les miens, les meilleurs parents du monde. En vrai, si un jour j'ai des enfants et qu'ils disent ça, je considère que la mission est réussie. C'est bon, on arrête, on rentre à la base. Mais vous pouvez vous débrouiller tout seul. Bref, en tout cas, Luna est vraiment proche de ses parents, qui eux habitent à environ 20 minutes de là où Luna se trouve, c'est-à-dire en ville, et qui gardent donc Jade lorsque Luna doit s'absenter. Pour contextualiser, le logement de Luna se trouve en ville, tandis que celui de ses parents est dans la proche banlieue. Donc pour se rendre chez eux, on sort de la ville et on passe par une route sinueuse au milieu des bois, et globalement, il n'y a pas grand-chose au bord de cette route. La fille de Luna, Jade, vient de passer la nuit chez ses grands-parents, et Luna a donc prévu de venir la chercher à l'heure du déjeuner, comme ça lui permet aussi de rendre visite à ses parents et de déjeuner avec eux, puis ensuite elle rentrera avec Jade. Donc elle se met en route et apparemment on est vraiment sur une belle journée ensoleillée, et qui dit belle journée dit cycliste un peu partout le long de la route. Et là, on prend exemple sur Luna, elle est vraiment en alerte et elle roule assez doucement parce que une de ses grosses peurs en voiture c'est justement de renverser quelqu'un, et notamment un cycliste. Donc au bout d'une vingtaine de minutes, elle arrive donc chez ses parents, hyper heureuse de les retrouver évidemment, hyper heureuse de retrouver sa fille. Les parents de Luna ont préparé à manger et le repas est hyper sympa, tout le monde mange à sa faim, et vient le moment pour Luna de rentrer avec Jade chez elle. Pour le coup, la route entre chez ses parents et chez elle, Luna la connaît comme sa poche, ce qui lui permet d'accélérer quand elle le peut, et de ralentir lorsqu'elle arrive dans des virages avec une mauvaise visibilité ou qui sont un peu serrés. Je précise ce détail pour comprendre qu'à certains moments, Luna va plutôt vite et que forcément sa vision périphérique s'en trouve un peu réduite. Au bout de quelques minutes, Jade demande à Luna s'il est possible de mettre sa musique préférée, et globalement, toutes les 10 secondes, la mère jette un coup d'œil attendri à sa fille qui chante à tue-tête. Elle nous raconte qu'en fait elle peut tout simplement pas s'en empêcher parce que elle est bien trop gaga de sa petite fille et que Jade est juste trop mignonne. Toujours sur le chemin du retour, Luna aperçoit très brièvement quelque chose de bleu dans son champ de vision. Cette chose était vraiment à l'orée du bois, tout près de la route. Et au moment où elle l'a aperçue, on était dans un moment où Luna allait plutôt vite, et l'image de cet élément bleu n'a pas eu le temps de s'installer, de se fixer dans son esprit. Et du coup, elle met un peu de temps à réaliser qu'il s'agit d'une vieille voiture bleue. Et en y repensant, la raison pour laquelle elle ne s'est pas rendue compte que c'était une voiture bleue, c'est qu'elle n'avait pas l'air d'être garée normalement. Elle se dit, il y a moyen en fait que la voiture elle soit limite retournée quoi. Et Luna se dit, imaginons que la voiture est en fait vraiment dans un mauvais état, il y a peut-être eu un accident. Donc la route est déserte, il n'y a pas de maison aux alentours, et il n'y a pas non plus signe d'une quelconque ambulance ou de voiture aux alentours. Donc là, Luna est vraiment confuse, et elle ne sait pas comment réagir, et en fait elle n'est pas sûre de ce qu'elle a vu. Donc en plus de ça, elle se dit, il n'y avait pas de fumée, donc c'est comme si l'épave a été posée là, comme par magie, et globalement, elle sait au fond d'elle que quelque chose ne va pas. Elle a ce fameux mauvais pressentiment. Luna a un très bon réflexe, elle sort son téléphone et elle appelle directement le 911, c'est-à-dire le numéro d'urgence aux États-Unis. Un agent répond directement et lui demande d'expliquer son urgence.
Donc Luna s'exécute, elle lui raconte qu'elle était en train de conduire sur la route en question, près du village de ses parents, et qu'elle vient de passer une voiture bleue retournée sur le toit apparemment, et qui semble de surcroît s'être encastrée dans un arbre. Et qu'elle appelle parce qu'il n'y a personne aux alentours et qu'elle n'était pas sûre que quelqu'un ait appelé avant pour le signaler. L'agent prend note et lui demande sa position exacte, est-ce qu'il y a des maisons aux alentours, et lui demande de trouver l'adresse la plus proche possible parce qu'il envoie une ambulance directement. Il lui demande aussi est-ce que quelqu'un est visiblement blessé ou au moins présent sur la scène. Ce à quoi Luna répond que c'est bien le problème, elle n'a vu personne lorsqu'elle est passée. Mais comme elle allait vite, elle n'est pas vraiment sûre d'elle. Donc elle dit ensuite à l'agent écoutez, ça doit faire 2 minutes que je suis passé devant, je vais faire demi-tour et je vais y retourner pour voir si je peux gratter quelques informations ou peut-être une adresse. Mais juste, j'ai ma petite fille de 3 ans qui est avec moi à l'arrière de la voiture pour vous prévenir, je veux pas qu'elle voit quoi que ce soit, je veux pas qu'elle voit quoi que ce soit de traumatisant ou choquant pour elle, mais je vais faire de mon possible parce que la voiture a vraiment l'air dans un mauvais état. L'agent la rassure, il lui dit qu'il n'y a aucun souci, qu'il comprend très bien, et surtout qu'elle ne doit pas sortir de sa voiture. Le mieux en fait c'est juste que Luna trouve une adresse à indiquer à l'ambulance et l'agent restera au téléphone pendant toute la durée de son enquête. Donc Luna fait demi-tour, elle revient sur ses pas, conduisant plus vite qu'à son habitude, avec son rythme cardiaque quand même qui s'accélère en même temps que la voiture. En fait, elle réalise seulement maintenant qu'il y a probablement quelqu'un qui est blessé ou encore inconscient, ou alors les deux, et qu'elle est passée sans s'arrêter en se disant que quelqu'un aurait déjà signalé la scène. Donc elle s'en veut, et en plus de ça, elle a un peu peur. Mais pas une peur qui tétanise, plutôt une peur réaliste et prête à encaisser la scène qu'elle risque de voir à l'intérieur de la voiture. Et quand elle arrive à la maison qui lui semble la plus proche de l'accident, elle reprend l'agent du 911 et lui transmet sa position. Pour le coup, c'est parfait, l'ambulance a eu le temps de se préparer à partir et elle devrait être là dans une quinzaine de minutes. Et l'agent demande aussi, est-ce que vous voyez quelqu'un autour du véhicule ou dans le véhicule? Et à ce moment-là, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué, mais Luna remarque qu'au milieu de la route se tient un homme, debout, âgé d'environ 25 ou 30 ans. Le premier réflexe de Luna, c'est donc de s'avancer avec la voiture jusqu'à lui, et quand même de garder les portes verrouillées, sait-on jamais, mais elle baisse la vitre, toujours le téléphone à la main, et l'agent du 911 qui écoute, et demande à l'homme d'un air clairement paniqué, ça va, vous allez bien, c'est votre voiture ça? Et l'homme cherche un peu ses mots, et physiquement, Luna nous dit que ça saute aux yeux qu'il est vraiment blessé, mais qu'il tient quand même debout. Il lui dit sobrement que oui, il va bien, sauf qu'en réalité, il a une grosse flaque de sang qui coule de son crâne, et ça saute aux yeux, donc Luna tente de lui porter son aide en lui disant non, vous allez pas bien, j'ai le 911 au téléphone, ne bougez pas, ils ont envoyé une ambulance. L'agent, toujours en ligne, demande à Luna si cet homme va bien, et Luna lui répond directement que non, absolument pas, il perd beaucoup de sang, il se tient en plein milieu de la route, c'est encore plus dangereux. Et à ce moment-là, Luna voit l'expression de l'inconnu changer du tout au tout aux fractions de seconde. Il passe d'un visage qui était plutôt neutre à totalement paniqué en entendant les paroles de Luna et lui demande si c'est bien le 911 qu'elle a au téléphone et il lui ordonne de raccrocher. Il ajoute aussi qu'il a besoin qu'elle le conduise au bout de la route et qu'elle doit raccrocher maintenant. Là, le comportement de l'inconnu est extrêmement étrange, je pense qu'on est d'accord, et Luna prend quelques secondes pour examiner son aspect physique. L'homme ne porte pas de chaussures, il se tient debout, pieds nus. Il a aussi une grosse tache sombre sur son jean et Luna réalise immédiatement qu'il s'agit d'urine. En plus de ça, il sent l'alcool et ne se tient même pas si proche de la voiture que ça. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le travail de Luna, il est dans le domaine de la santé et qu'elle a l'habitude de s'occuper de patients atteints de lésions cérébrales. Donc forcément, elle se dit qu'il s'est peut-être passé quelque chose de grave au niveau de son cerveau, étant donné qu'il est touché à la tête, et elle répète à l'agent du 911, toujours à côté de l'inconnu, ça va vraiment pas, je pense qu'il est blessé. Elle regarde l'homme et essaie de paraître la plus calme possible et lui dit « Je suis désolé, mais je peux pas vous conduire où que ce soit, j'ai ma fille à l'arrière et je suis pas très à l'aise à cette idée. En revanche, je vous le redis, il y a une ambulance qui est en route, donc vous devriez vraiment les laisser vous occuper de vous. Et si vous voulez, je me gare juste à côté, j'attends leur arrivée pour être sûr qu'il ne vous arrive rien en attendant, et ça va bien se passer. » Et alors que Luna dit ces mots, l'homme fixe quelques secondes Jade à l'arrière de la voiture, et un horrible frisson traverse le dos de Luna. Et à peine Luna a terminé sa phrase que l'inconnu commence à s'énerver. Il commence à lui hurler dessus, et lui hurler de raccrocher ce putain de téléphone, c'est ses mots, et de leur dire de ne pas venir. À ce moment-là, Luna a réalisé que la situation n'était plus du tout sous contrôle, et elle a été un peu choquée de le voir en telle fureur.
Elle commence réellement à avoir peur et elle se met à appuyer lentement mais sûrement sur l'accélérateur pour lui indiquer qu'elle s'en va. Et là, l'opérateur qui est au téléphone lui conseille un move de génie, à savoir faire semblant de dire à la personne au téléphone, à savoir lui-même, de ne pas venir, et de faire ensuite semblant de raccrocher pour en réalité le garder en ligne. Donc c'est exactement ce que Luna fait, elle sort son meilleur jeu d'acteur, mais à ce moment-là, elle se rend compte que l'homme a sa main près de sa poche. Et en voyant ce qui en dépasse, Luna comprend qu'elle doit s'en aller au plus vite, et elle est clairement tétanisée, elle est dans un état de terreur. L'homme est armé, et ce qui dépasse de sa poche, c'est une arme à feu. Là, c'en est bien trop, Luna sourit brièvement, elle remonte sa fenêtre le plus vite possible et elle démarre pour s'enfuir le plus vite possible. Elle fond en larmes et elle reprend l'agent du 911 au téléphone en essayant tant bien que mal de lui dire ce qui vient de se passer. Et celui-ci la rassure, en réalité elle a très bien agi, elle ne l'a pas surénervé et l'ambulance arrive dans 5 minutes. Donc pour conclure cette étrange rencontre qui aurait pu très mal tourner visiblement, Luna nous dit qu'elle a eu énormément de chance de tomber sur un agent aussi compétent et que sans lui la situation aurait peut-être tourné autrement. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il est finalement advenu de cet homme, mais elle sait par contre qu'il était clairement sous drogue, stressé et donc particulièrement dangereux parce que très imprévisible. Elle nous raconte qu'en plus de ça, elle a vraiment eu peur de faire vivre quelque chose de traumatisant à sa fille puisque celle-ci lui a ensuite demandé « Maman, il était blessé le monsieur ? J'ai vu un bobo sur sa tête. » Et elle lui répond tout simplement que l'homme s'est cogné contre un arbre en jouant et que le médecin va lui mettre un pansement. Et ce qui est beau, c'est que Jade semble satisfaite de la réponse et elle se remet à chanter joyeusement. Et bien voilà, c'est la fin de l'histoire de Luna qui, je le conçois, peut s'avérer pas forcément extrêmement flippante. Mais pour moi en tout cas, je rigole pas, elle m'a vraiment fait un truc pour différentes raisons. Personnellement, en la lisant, je me suis d'abord dit que Luna allait tomber en plein guet-apens, parce que la mécanique de la voiture en panne ou accidentée pour attirer quelqu'un et le prendre par surprise, je pense que limite dans les traits d'horreur c'est un classique. Et en fait, il se trouve que c'est une toute autre menace, pas moins dangereuse par ailleurs, qui la guette, étant donné que le gars est clairement instable. On comprend vite qu'il est sous drogue, et donc que potentiellement ça peut partir en vrille à tout moment. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, mais moi, personnellement, une chose qui me fait vraiment peur, c'est la folie des gens. Parce qu'on peut pas comprendre ni anticiper leurs actions, et tout est possible avec quelqu'un d'instable. Donc là, je vous l'accorde, dans l'histoire, on n'a pas de preuve que le gars est fou, et je pense pas qu'il le soit en réalité, mais le fait qu'il soit pas sobre le met dans un état momentanément instable qui peut se rapprocher de la folie. Et le fait de se rendre compte qu'à tout moment il peut dégainer son pistolet, donc je suis d'accord, au final il ne se passe pas d'événements terrifiants en soi, mais la tension provoquée par le fait qu'on ne sache pas de quoi il est capable, moi m'a fait pas mal flipper. En tout cas, je suis vraiment heureux que ce soit bien... En tout cas, je suis vraiment heureux que cette histoire soit bien terminée et que surtout Jade n'ait rien vu ou vécu de traumatisant, parce qu'elle a l'air trop mignonne cette gosse, tout simplement. En vrai, Luna a juste trop bien réagi du début à la fin, parce qu'en fait c'est limite une histoire qui ne marquera pas du tout Jade, alors qu'il y avait vraiment danger. Et franchement, trop bien joué, je tire mon chapeau. Et je me dis que ça se trouve dans 15 ans, on lira sur Reddit l'histoire de Jade qui vient d'apprendre 15 ans plus tard ce qui s'est réellement passé ce jour-là, et la boucle est bouclée. Mais du coup, effectivement, Luna a eu le réflexe d'appeler le 911 directement et elle est restée très prudente en restant dans sa voiture. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé si Luna était descendue de la voiture? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Une autre question qui me taraude, c'est qui est cet homme en fait? Est-ce qu'il était foncièrement dangereux, mal intentionné? Il y a quand même eu une réaction assez étrange quand Luna a mentionné le 911. Pour moi, justement sur ce point, il y a de grandes possibilités. Peut-être que pour une raison qu'on ignore et que peut-être on préfère ignorer d'ailleurs, il est recherché par la police et il ne veut absolument pas qu'on le trouve. Ça pourrait faire sens, étant donné qu'il est armé, peut-être qu'il a quelque chose à se reprocher. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la voiture qu'il ne veut absolument pas qu'on trouve? On ne peut que supposer, mais c'est aussi pour ça que j'aime cette histoire. Elle laisse pas mal place à l'imagination. Mais selon moi, l'hypothèse la plus probable et moins effrayante est qu'il sache très bien qu'il est sous drogue ou alcool et qu'il ne veut pas se faire arrêter tout simplement parce que de toute évidence, il est dans l'illégalité au moment de l'histoire. Et maintenant, cette histoire est-elle vraie? La réponse c'est je ne sais pas. Parce que d'un côté, l'histoire me semble tout à fait probable, tout à fait réelle, notamment du fait que Luna a extrêmement bien réagi sans se mettre en danger.
Mais d'un autre côté, en relisant l'histoire, j'ai relevé certains points dont je pourrais dire qui sont incohérents. Je vais les lister rapidement. Déjà, au début de l'histoire, on nous dit que la route est remplie de cyclistes et au retour, c'est-à-dire environ 2 heures plus tard, il n'y a plus personne et elle est totalement vide. Donc, je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer et ça me paraît un peu incohérent. Ensuite, au début, Luna nous dit qu'elle a juste vu quelque chose de bleu passer dans son champ de vision, et ensuite, elle arrive sans même revoir la scène, à savoir que c'est une voiture, qu'elle est vieille, qu'elle est retournée sur le toit, qu'elle est encastrée dans un arbre, et qu'elle est en très mauvais état. C'est quand même pas mal d'informations que tu arrives à déduire pour un truc bleu que tu vois du coin de l'œil en passant à 90. Donc là aussi, est-ce que c'est une incohérence ou est-ce que Luna a un peu romancé l'histoire ou est-ce que j'ai mal compris? J'avoue, je sais pas trop. Et enfin, au moment où Luna arrive sur les lieux de l'accident et que l'agent lui demande s'il y a quelqu'un, la phrase qu'elle prononce, c'est premier degré, c'est une traduction. Oh mon Dieu, attendez, si je vois un homme au milieu de la route. Moi je le comprends, et vous allez me dire si c'est pareil pour vous, comme oh mon Dieu, j'avais pas vu, il y a un homme au milieu de la route. Sauf que si on reconstitue la scène, le gars il est en face de la voiture, donc en arrivant, et au milieu de la route. Mais c'est la première chose que tu vois, normalement, quand tu conduis une voiture. Voilà, donc je sais pas trop si c'est moi qui ai mal compris, si peut-être Luna a un peu romancé l'histoire, ou si c'est juste la vérité. J'en ai aucune idée, et j'ai beaucoup aimé cette histoire dans tous les cas, parce qu'elle est déjà un peu plus légère que la précédente. Et je vous laisse vous faire votre propre avis dessus. Je le répète comme à chaque épisode, mais l'important c'est vraiment pas d'être certain que l'histoire est fictive ou réelle. Ça, dans le fond, en fait, on s'en fiche. Je le fais plutôt pour travailler mon esprit critique et avoir un peu une partie analyse sur ces histoires. Mais l'important c'est vraiment qu'elles vous transmettent des émotions. Et si c'est le cas, je pense qu'elles ont réussi leur mission principale. C'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que j'ai réussi à bien raconter cette histoire parce qu'il y avait un petit challenge. En fait, la majeure partie de l'histoire est racontée, en tout cas écrite sur Reddit, au discours direct. Et je l'ai raconté à la fois au discours direct et indirect. La raison à ça, c'est que si je l'avais raconté full en discours direct, j'aurais dû jouer. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour mon niveau d'acting, ça aurait été atroce pour vous. Vraiment, vous auriez vu une très mauvaise comédie française. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me donner votre interprétation de l'histoire parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi tout simplement. Et si vous avez des retours à faire sur le format en règle générale, des suggestions, des conseils, n'hésitez surtout pas parce que ça m'aide vraiment. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne depuis le dernier épisode, bienvenue à vous, merci pour votre soutien, c'est vraiment précieux et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée et à bientôt pour un nouvel épisode de Hate. C'est toujours moi, évidemment l'épisode est fini, mais je me suis fait interrompre par Google en fait pendant l'enregistrement audio, ce qui a donné lieu à une situation où je bégayais totalement, ça m'a laissé pantois, je pense qu'on peut le dire, attention titre accrocheur, OMG il est laissé pantois par Google, donc je me suis dit que j'allais le mettre à la fin de la vidéo, ça apporte pas de valeur ajoutée, on est d'accord, mais je me suis dit quand même, on partage 2-3 trucs plus que simplement une histoire flippante. Sur ce, bonne soirée. Et globalement, toutes les 10 secondes, il y a Google qui vient de se lancer. Ça, on vit quand même dans un monde où ton téléphone peut s'activer et répondre à une question que tu n'as pas posée. Il y a un délire. Je pense que cette séquence, je vais la couper et la mettre à la fin parce qu'elle me fait un peu rire quand même. Bref, reprenons.